Aujourd'hui, nous irons dans le lieu habité le plus isolé de l'Ouzbékistan, où s'est déroulée une catastrophe unique déclenchée par l'Union soviétique et qui s'est produite sous les yeux impuissants du monde entier. En nous rendant là-bas, nous ferons face au plus grand danger de ce nouveau voyage. Mais nous passerons également par deux joyaux de l'Asie centrale, Bukhara et Riva, les petites sœurs de la belle Samarcande, où les artisans perpétuent des savoir-faire ancestraux sous des bâtisses à la beauté légendaire et dont les ruelles étaient autrefois foulées par toutes les caravanes de la mythique route de la soie. Cette grande traversée nous a profondément marqués par la beauté et la tragédie de ce que nous avons découvert. Mais tu le verras, elle nous a aussi permis de découvrir l'une des populations les plus accueillantes du monde. On vit des expériences inoubliables, moi je trouve ça tellement les gens sont accueillants, c'est incroyable. C'est délicat, hein. Tout est dans le geste dans l'autostop, c'est très important. Et ça fait déjà 3 minutes, hein. C'est grave là. Nous parcourons des centaines de kilomètres en passant de voiture en voiture. On se régale en découvrant de la façon la plus simple qu'il soit l'incroyable population ouzbèque, car les rencontres sont devenues notre itinéraire et les sourires nos étapes. Plus nous allons vers l'ouest et plus on nous salue. Voyager en Ouzbékistan est un véritable bonheur. À l'exception de la conduite très sportive sur les routes, les gens sont apaisés, chaleureux et on le verra, prêts à tout pour nous aider. C'est trop drôle ce qui s'est passé. En fait, il y a ce taxi qui s'est arrêté devant nous tout à l'heure. Quand on lui a expliqué qu'on voulait aller jusqu'à Bukhara gratuitement, il était là non, les taxis ils prennent pas gratuitement et tout ça. Après, on est arrivé à la ville suivante et on l'a recroisé, il s'est re-arrêté. Et on lui a dit alors, cette fois c'est bon et tout. Il a dit non, mais ça nous a fait trop rire. Il est reparti. En fait, 10 minutes après, il a fait demi-tour, il est venu nous chercher, il a dit allez, je vous emmène jusqu'à Bukhara. Thank you so much. Allez, on continue. Yes, let's go. Et on a trop bien rigolé, on a mis de la musique, on a dansé, chanté, je faisais le pitre parce que ils étaient trop bonne ambiance et ça met en confiance et ça fait trop plaisir des relations humaines comme ça, simples. C'est ça qu'on recherche à travers l'autostop. Assalamu alaikum. Il déplace des maisons ici, c'est normal. Ouais, donc je disais, effectivement, on pourrait prendre des taxis, ça coûte rien du tout en Ouzbékistan, mais c'est pas du tout le projet. Le projet, c'est de rencontrer des gens comme là, tu vois, on s'est éclatés comme des êtres humains, on fait tous partie de la même famille. Et des moments comme ça va rester dans nos cœurs, dans nos têtes, et c'est pour ça qu'on veut faire ce voyage en autostop. Ça fait que 1 mois et on n'a aucun regret, on est trop content d'avoir choisi ce mode de transport qui peut paraître un peu rude, mais en fait, c'est que du bonheur. C'est plate sur le bord des routes. La Twingo. Comment Bukhara? Problème de route. Ah, Bukhara niet? Нет проблем. Problème. Спасибо. Il a commencé à payer le taxi. C'est incroyable comment les gens ils t'aident. Heureusement il a récupéré son argent, ça c'était hors de question. On est presque en train de s'embrouiller pour pas que les gens soient trop accueillants, tu te rends compte? Il y a des pays extraordinaires comme ça où les gens s'entraident. Parfois on entend certains Français croire que le monde est en guerre, que c'est dangereux, mais regarde les scènes comme ça de vie, moi ça me... C'est incroyable. On vit des expériences inoubliables. Moi je trouve ça ouf tellement les gens sont accueillants, c'est incroyable. Oh, ça a l'air trop beau, il y a des monuments partout. Ça va être incroyable encore cette ville. Oh, Ahmad. Coucou, en direct de Bukhara. C'est la ville des artisans de l'Ouzbékistan et c'est un petit peu la copine de Samarcande, c'est un petit peu sa concurrente, je dirais même, sur l'architecture. Donc il y a plein de beaux monuments à voir. Là, on n'est pas très loin d'un très gros minaret. C'est un des symboles de la ville. On va aller voir tout ça. On espère du coup voir les artisans de cette ville incroyable. Voilà, donc il est 18h, on vient tout juste de sortir de l'hôtel. Il fait encore 40 degrés dehors. Je peux vous dire que les rues pour l'instant, elles sont désertes. À première vue, on est vraiment juste en train de rentrer dans la vieille ville et c'est très beau, c'est plein de vieilles pierres. Faut qu'on va découvrir tout ça, je pense qu'on va en prendre plein les mirettes. Ah, ce petit instant de fraîcheur. Profite. Oh, ça a l'air trop chouette cet endroit. Partout dans les rues, sous les coupoles ou encore en dessous des iwans, on rencontre les descendants des commerçants de la légendaire route de la soie.
Cette artère de la connaissance, des savoir-faire et ainsi de la richesse vibre encore sur les monuments et dans les mains des maîtres ouzbeks. Et c'est ça que nous sommes venus voir dans la ville des artisans. Sous la fraîcheur des vieilles pierres, on découvre ceux qui dessinent les histoires des grands explorateurs. The personages, this is the Marco Polo, Dervish, Tamerlan, Ibn Battuta, Nasruddin Hoxha. Beautiful. Puis nous allons au vieux souk de la ville des Dômes, chef-lieu des arts, des senteurs, des saveurs ou encore des musiques d'Orient. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, ces petites boucles d'oreilles. Je suis contente. Salam alaikum. What is it? Embroidery And you make by hand? and made. It's original silk, this cotton silk. I don't know English. Ahmad, thank you very much. You're welcome. Salam alaikum. This name Rubat Rima, Uzbek banjo. Oh. J'adore. So you know to play all of this? Yes. Aujourd'hui, elle est encore surnommée la perle de la route de la soie pour son rôle majeur sur ces voies commerciales mythiques. L'éventail ouzbek, ça marche bien? Non, pas trop. Elle était un véritable carrefour et centre financier avec de nombreux caravansérails et des bazars frénétiques. On y frappait des pièces de monnaie et on y vendait les produits les plus précieux tels que la soie, les épices ou encore des pierres précieuses. C'était aussi un centre majeur de culture et d'apprentissage, attirant ainsi des érudits, des artistes, des savants, des poètes ou encore des philosophes de toute la région. C'est ici qu'ils font les portes et les piliers. Les petits génies du bois. Ce qu'ils ont à la base, hein, c'est incroyable. Ces maîtres de la sculpture sur bois sont appelés les hakaks. Leur travail est visible dans l'architecture traditionnelle ouzbek, comme sur la belle mosquée Bolo Haouz. Et devant celle-ci, on rencontre un zargar, artisan de l'or et de l'argent, maître graveur, gardien d'un savoir-faire ancestral. Where come from? France. France, oh bonjour. Puis, nous rejoignons la place Poikalon, où se trouve le minaret Kalian, érigé il y a 900 ans, symbole de Boukhara. Et il y a plusieurs légendes à propos de ce minaret. La première, c'est que Djadjis Khan, quand il est venu au XIIIe siècle avec ses troupes mongoles, il a tellement été impressionné par la taille de ce minaret qu'il a décidé de ne pas le détruire. Et la deuxième légende, qui est un peu plus macabre, c'est que, a priori, à l'époque, les criminels, ils les mettaient en haut de la tour avant de les jeter du haut de ses 47 mètres. En tout cas, même aujourd'hui, je trouve qu'il est impressionnant. C'est vrai que comparé à Samarcande, là, il y a vraiment des monuments partout. C'est trop beau. On est arrivé pile poil au bon moment devant l'Iwan. C'était tout doré. Ça a duré 3-4 minutes et là ça y est, c'est fini. Trop beau là, ces petits dos bleus, ce grand minaret, ces petits oiseaux. Il y a un petit charme à Boukhara quand même. J'aime beaucoup ces villes où on peut ressentir la vieille pierre. À Samarcande, c'était vraiment beau. Et j'aime bien aussi cette ambiance ancienne. C'est pas là dans les petites rues, c'est pas parfait quoi. Les murs ils sont un peu démolis. Tu vois le passage du temps sur la ville. J'aime bien. Le premier chameau ouzbek. Ouais, c'est tellement Et triste de voir malheureusement, comme ça. c'est pas le plus sauvage d'entre eux. Boukhara doit la diversité de ses savoir-faire, la beauté de ses monuments ou encore son attrait d'aujourd'hui à la richesse de son histoire qui s'est écrite dans les plumes et les épées des grandes civilisations dont elle a même parfois été la capitale. Ça y est, on vient d'arriver juste en face du mausolée des Samanides. On est assez étonnés parce qu'en fait c'est tout petit comme bâtiment. C'est parce que dedans il n'y a qu'un seul personnage historique qui est enterré et c'est le fondateur des Samanides. C'est un empire qui a dominé une grande partie de l'actuel Iran et de l'Asie centrale au 9e et 10e siècle. C'était l'âge d'or islamique. Ça doit faire partie des premiers monuments islamiques en Asie centrale d'ailleurs. C'est trop cool, c'est hyper intéressant. Puis c'est vrai qu'on voit le travail de la brique et déjà à l'époque il y avait une maîtrise de fou quoi. C'est trop beau. C'est vraiment que le travail de la brique qui donne toute la beauté du bâtiment en fait. Les Samanides ont profondément influencé le développement et la renaissance de la civilisation et de la culture persane. Et on va le voir, Boukhara est aussi un centre spirituel et religieux millénaire.
Bien, nous voilà dans la mosquée Poids-Calon et a priori c'est l'une, si ce n'est la plus grande mosquée de toute l'Asie centrale. Et comme beaucoup de monuments en Ouzbékistan, on voit que c'est pas symétrique, que ça a vécu, que ça a subi des séismes, etc. Et on retrouve toujours ce bleu qui est très important dans la culture islamique, puisque ça représente le ciel et la spiritualité, et du coup ça crée une espèce d'atmosphère de sérénité. En Nada. Construite il y a 900 ans, elle a particulièrement influencé l'architecture islamique de la région. Bukhara est surnommée la ville sainte car elle était autrefois un centre du bouddhisme. D'ailleurs, Bukhara est associée au mot Vihara qui signifie monastère en sanskrit. Puis, elle est devenue un centre d'apprentissage islamique dès le 7e siècle. Elle a également été un lieu de développement pour diverses confréries soufis. À présent, il est temps de quitter la ville des sages pour découvrir la perle du désert. Réveil très matinal. 4h30. C'est comme à l'armée ici. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est notre premier camion de tout le voyage. Ça y est, on va à Riva. 350 km comme ça. Salut, on se retrouve ce matin à Riva, la perle du désert, notre dernière ville de la route de la soie en Ouzbékistan. On est tout à l'ouest du pays et tu vas voir, cette ville c'est un petit bijou. Ouais, ça va être magnifique. C'est parti, on t'emmène. Et nous voilà devant le symbole de la ville de Riva, le minaret Khalta Minor. Il est énorme, il est tout bleu et c'est un minaret qui est inachevé. Donc imagine la taille du truc s'il l'avait terminé. À l'époque, le Khan qui avait voulu faire construire ce minaret, il voulait que ça soit le plus haut du monde et personne ne sait pourquoi il a jamais été achevé. Et en fait, ça lui donne une forme atypique et il est tout bleu, il est magnifique. Ouais, je crois que c'est le plus beau minaret qu'on ait vu depuis le début de notre tour du monde. Et là, juste derrière moi, il y a des portes. Elles sont sculptées, c'est magnifique. Chaque porte, c'est un petit magasin. Et Riva, c'est connu pour être une ville commerçante. Et encore aujourd'hui, du coup, j'imagine, on voit qu'il y a des commerçants partout qui sont en train de s'installer. Donc, à mon avis, dans moins d'une heure, ça va bouger, ça va être dynamique. Salam alaikum. Ça, c'est une toute petite boutique et c'est en forme d'arche, c'est trop beau. Donc juste derrière nous, c'est le grand minaret de la mosquée Juma, la mosquée principale de la ville de Riva. Et il est énorme. En fait, c'est le minaret le plus haut de la ville. Il fait 56 mètres de haut et il est comparé à un phare. Il a été construit il y a un peu plus de 100 ans, donc il n'y a pas que des monuments très anciens ici. C'est une ville en perpétuelle construction et rénovation. À l'époque, il mettait de la lumière tout en haut et ça permettait de voir la ville d'hyper loin. C'est la lanterne de Riva. Et on vient de voir passer un chameau là dans les rues, donc on va essayer de le rattraper. Ouais, il était énorme. Malheureusement, pour l'instant, en Ouzbékistan, on voit que des chameaux à travers le prisme du tourisme. C'est pas très cool. Et ce genre de petite ville avec plein de ruelles et des grands murs en pisé, c'est vraiment parfait. Dans les pays désertiques, on voit beaucoup ça. Vraiment, on se sent au frais. Tu vois, là, il y a un peu de verdure. On sent vraiment la fraîcheur des murs. Ça, c'est trop agréable, quoi. Et là, on voit que la ville commence à prendre vie. Les commerçants sont en train de s'installer. Ça balaye les trottoirs. Les gens s'installent au café. Et on n'a pas retrouvé de chameau. Et il y a des statues partout. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis plein de statues. Regarde, il a mis son petit chapeau moumoute. Il doit avoir chaud celui-là. Il y a plein de petites statues, des musiciens, des danseuses. Voilà le chameau de Riva. Il vient de le balayer comme un meuble avec son petit balai. Ah, lui aussi il est pas réveillé. Il vient de le balayer, il s'est remis direct dans le sable. En fait, je viens de voir, ils ont mis un panneau et il faut payer pour se prendre en selfie avec, je crois. Question. Lina, elle adore les portes, elle est servie à Riva. Ah, j'adore. Regarde ici, chaque porte, chaque volet, chaque petit bout de bois est sculpté comme ça. Il y a des grosses poignées en fer, des fois il y a des gros cadenas. J'adore, je trouve ça magnifique. Et tu vois les gros remparts derrière moi, en fait, ce
qu'il y a à l'intérieur, c'est Ichan Kala, c'est la vieille ville historique. Et dedans, il y a plein de guest house et c'est là où on dort actuellement. On a trouvé une guest house trop sympa à 16 € la nuit. Et quand tu te réveilles, du coup, t'es au milieu des minarets, donc il y a à peu près une cinquantaine de monuments historiques à l'intérieur et 250 habitations traditionnelles. Et quand tu te réveilles le matin, ouais, t'as l'impression d'être des siècles en arrière, quoi. Ouais. Et les Vraiment. remparts, ils sont tout en terre aussi, ça c'est... Ils sont tout empisés, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il pleut... Comme à Yazd, une fois il avait plu 3 semaines après notre passage et tout s'était écroulé. Riva était également une cité incontournable de la route de la soie. Elle se trouvait sur l'une de ses branches principales. La ville des caravanes était alors un lieu d'échange culturel, commercial et intellectuel majeur. Elle est aujourd'hui renommée pour son architecture historique bien préservée. Ainsi, elle offre un véritable voyage dans le temps, entre les bâtisses millénaires de sa vieille ville, gardienne de nombreuses légendes. On dit que des djinns, esprits malfaisants, auraient aidé à la construction de la grande mosquée d'Ichan Kala, qui leur devrait sa beauté. Très jolie cette mosquée. Et tout est joli. Elles sont trop belles les entrées. Ouais, je sais pas combien il y en a, tout est beau. Et par contre, rien n'est droit. Hein. Et c'est ça qui fait tout le charme. J'adore. À la hauteur de marche, 30 cm. On vient de grimper sur le haut des remparts de la ville. On va avoir une vue en hauteur sur la ville, sur les minarets. Je pense que ça va être trop joli. C'est parti. T'as vu? Voilà ce qui se passe quand il pleut. Avant, après. C'est déglingué. Un petit bob. Bon, c'est hyper dynamique le soir. Hein. J'adore. C'est ça les villes du désert. Ça prend vie le soir et la nuit. Nous quittons difficilement ce joyau de la route de la soie, véritable fierté du pays, pour nous diriger vers le lieu habité le plus isolé d'Ouzbékistan, témoin de l'un des plus gros désastres écologiques visibles du monde, causé par l'Union soviétique et qui s'est déroulé sous nos yeux. Salam alaikum, bienvenue. Как дела? Как ça? Yacht. À chaque fois que je parle ici, il se fout de ma gueule. Allah Allah. Dakar, как едешь? Автостop бесплатно. Paris, Australia. Après, we go Pakistan, India, China. Все. Salam alaikum. Chin, na zdrowie. Trop sympa ce monsieur. Trop sympa. Spasiba. До свидания. Dès que je parlais, il était fou rire. C'était trop drôle. En plus, on a une petite glace. Bon bah voilà, nous voilà dans un camion. Au revoir la petite dame. Привет. Hey, voilà. Nous avons 400 km à parcourir vers l'extrême nord-ouest du pays, mais nous n'éprouvons aucune inquiétude, car le stop est très simple en Ouzbékistan et on est porté par l'incroyable gentillesse et bienveillance de sa population. On est dans la voiture d'un taxi, encore une fois, qui vient de terminer sa journée de travail, qui a failli nous écraser sur la route. Finalement, il a fait demi-tour, il est venu nous chercher, il est très sympa, il parle un peu anglais et donc il nous emmène sur la route de la mer d'Aral et en fait il y a sa maison sur la route, du coup il nous a proposé de venir manger chez lui, prendre une douche si on a besoin et puis après on sera sur la bonne route pour repartir. On se laisse porter, on va voir. Maçık. Salam alaikum. Come in, Jerry. Thank you. Salam alaikum. Hello. My wife. Nice to meet you. Salam alaikum. On est arrivé chez Falhat qui nous a pris en stop et donc là on est à table, ils nous ont fait un délicieux petit repas, une petite soupe, il y a de la compote, il y a du thé, il y a de la vodka. Et voilà, on va passer la soirée ensemble, c'est cool et après je sais pas si peut-être qu'on va dormir ici, pour l'instant c'est encore le point d'interrogation, on verra. En tout cas ils sont très gentils. Salam alaikum. France, welcome to Bharat, Pakistan. Like a boo. Like a boo.
Bon bah voilà, on a passé la nuit chez notre chauffeur de taxi qui est parti à 5h du matin. Et voilà, on a bien dormi, un petit peu dur ce matin comme on a bu de la vodka hier. Chill. On a écouté des musiques françaises en Ouzbékistan, genre qu'est-ce qu'on a écouté? Voyage. Alizé. Improbable. Et il adore, genre il connaissait un peu les paroles. C'était à voyage. Best. Francophone music, the best. Voyage, the best. C'est improbable d'écouter ça en Ouzbékistan, je trouve. C'est fatal. Ah, il connaît bien les paroles. La culture française est vraiment un petit peu répandue partout dans les pays dans lesquels on allait en tout cas. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il connaissait sur la France. Il a dit Napoléon Bonaparte qui a attaqué la Russie. La France est mon rêve. J'aime les films français. Ce sont des films de très grande qualité. Ah ouais. J'aime les Français. Ils sont adorables. Et Taxi. Et ouais, comme 2 habitants sur 3 en Ouzbékistan, c'est un chiffre au hasard, mais j'ai l'impression. Son chauffeur de taxi, le film a fait un carton ici. Tous les gens qu'on rencontre, c'est le premier film qui sort, c'est Taxi. Trop cool cette petite famille, et maintenant aujourd'hui on va se diriger vers l'une des plus grandes catastrophes environnementales du XXe siècle. Street road, left in Monak. Salam alaikum. Good luck. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Alicier. Da. Привет, Alicier. Привет. On a failli mourir aussi sur la route, hein. Ça c'est un détail. Hein. Attention. Mais c'est ça qui est chaud dans une voiture, t'as envie de leur parler, mais dès que tu leur parles, ils utilisent un traducteur et t'as l'impression que tu vas crever. Stop, Daniel. C'est dans ce trajet que nous avons été mis face au plus gros danger pour nous en stop. Quelques minutes avant, alors qu'il roulait à 150 km/h en doublant un camion sur une 2 voies qui lui-même était en train de doubler, on est passé à quelques centimètres de se faire écraser entre le poids lourd et la barrière centrale en béton. Tu l'auras compris, le vrai danger pour nous ce sont les chauffards, et ils ne sont pas rares en Ouzbékistan. On voyage comme ça ou pas? Ça va te faire mal aux fesses. Comme ça. Nous sommes arrivés à Moïnak et donc ce sera la ville la plus loin et la plus à l'ouest, etc. qu'on visitera dans ce voyage. Si avant c'était un port de pêche puisque la mer s'est arrêtée jusqu'à Moïnak et aujourd'hui il n'y a plus de mer mais cette ville est restée là. On va t'expliquer tout ce qui s'est passé ici et pourquoi cette mer elle a disparu. C'est trop bizarre. En fait, on a du mal à s'imaginer que là, avant, c'était la mer, quoi. Hello. Hello, I love Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il se fasse des copains avec cette affirmation. Et bien voilà, nous sommes dans le cimetière des bateaux de Moïnak. Moïnak était une ancienne ville portuaire florissante à l'époque où il y avait la mer d'Aral. Il y a 60 ans, les gens pouvaient nager ici. On voit que déjà on est plusieurs mètres en sous l'eau. Les pieds dans le sable. Les pieds dans le sable, il y a des petits coquillages. Il y a des épaves de bateaux un peu partout de ce côté de la ville. La majorité de l'économie de la ville dépendait en fait de cette mer d'Aral qui s'est retirée en quelques décennies. Et aujourd'hui on a marché, on a traversé toute la ville exprès pour se rendre compte et il n'y a plus personne. Donc en fait la ville est devenue une attraction touristique aujourd'hui. C'est un petit peu la seule économie qui peut rester ici. Puisque la mer maintenant est à plus de 80 km d'ici. Dans les années 60, l'Union soviétique voulait être l'un des plus gros producteurs de coton au monde. Et donc ils ont détourné les 2 rivières principales qui alimentaient cette mer d'Aral pour en fait faire des cultures de coton. Et c'est ce qui a fait que petit à petit la mer d'Aral s'est asséchée. Et en 2009, la mer d'Aral avait perdu 90% de sa superficie. Abandonner la production de coton aurait été perçu comme un échec par l'URSS. Alors ses dirigeants ont préféré fermer les yeux sur le désastre qui se déroulait sous leurs yeux, au profit d'intérêts politico-économiques éphémères et par fierté. On est dans le musée de la mer d'Aral de Moïnak et juste derrière moi on voit 3 photos satellites de la mer d'Aral. La première à gauche c'est en 1989, la deuxième c'est en 2003 et
La troisième, c'est en 2009. Ça a été un désastre forcément environnemental. Ça a tué toutes les espèces évidemment qu'il y avait dans l'eau, mais aussi les espèces qu'il y avait sur les côtes. Et en plus de ça, comme dans les champs de coton, il y avait des produits chimiques et que la mer s'asséchait, quand il y avait du vent, le sel plus les produits chimiques se mélangeaient et allaient sur les populations. Et du coup, il y a énormément de personnes qui ont souffert de maladies respiratoires ou qui sont tout simplement mortes à cause de ce désastre écologique. Et en fait, la mer d'Aral faisait plus de 66 000 km², il me semble, ça fait plus de 2 fois la taille de la Belgique. Et elle s'étendait entre l'Ouzbékistan, mais aussi le Kazakhstan. Et aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de construire des digues et de trouver un système pour que le niveau de la mer remonte. Et c'est le cas à certains endroits, mais en Ouzbékistan, il n'y a quasiment plus rien. Ou alors, il faudrait qu'on prenne un 4x4 pendant 2-3 heures pour attendre le rivage, quoi. C'est fou. Ils ont fait disparaître une mer entière. Ce que j'avais pas précisé vis-à-vis de la culture du coton, c'est que comme la mer s'asséchait et qu'il y avait du sel dans l'air, évidemment, ça a tué toutes les cultures aussi. Donc, désastre dans tous les sens du terme, quoi. C'est fou, quoi. J'imagine les mecs ont 80 ans, 90 ans. On avait vu une fois un reportage sur ça et le mec était ému, quoi. Il était assis sur sa chaise devant les épaves de bateau et il disait mais je me baignais là avant, quoi, quand j'étais un petit garçon. L'URSS a voulu transformer les déserts en champs de coton en creusant des milliers de kilomètres de canaux. Ils ont finalement transformé une mer en désert. Les canaux ont inondé ces étendues désertiques sous lesquelles se trouvaient de gros dépôts de sel qui sont remontés à la surface. Ces derniers ont alors empoisonné non seulement les cultures, mais aussi les populations locales. Uniquement préoccupée par la production de coton, l'Union soviétique a tenté d'y remédier, en balançant par les airs des quantités énormes de pesticides et de fertilisants artificiels toxiques. Et encore aujourd'hui, il y a 15 fois plus de maladies respiratoires, de tuberculose et de cancers dans cette région que dans le reste de l'Ouzbékistan. Cette dernière est la plus pauvre du pays, et 50 enfants sur 1000 meurent en bas âge. De plus, le climat y est devenu plus chaud en été et plus froid en hiver. La mer d'Aral était vraiment une mer très peu profonde. Le maximum, c'était 69 mètres, donc c'est rien du tout. Et en moyenne, elle faisait 16 mètres de profondeur. En fait, l'Union soviétique a commencé à détourner les cours d'eau dans les années 60. Et dès 1979, toute l'activité maritime avait complètement cessé dans la région. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un désert du coup artificiel de sel et de sable qu'ils ont appelé Aralkoum. Et ce désastre a lâché dans l'air plus de 80 millions de tonnes de sel. Et après cette catastrophe, il y a plus de 16 000 travailleurs qualifiés qui ont perdu leur boulot très rapidement, quoi. Et encore aujourd'hui, il y a des répercussions économiques. Ils souffrent de cette disparition de la mer d'Aral. L'Ouzbékistan demeure toujours l'un des plus gros producteurs de coton au monde, mais ici, en tout cas, il se passe plus rien. C'est fou de se dire que si on était venu en 1950, on serait au bord de la mer, on serait en train de siroter un petit jus et se baigner dans une eau à 20 degrés. On serait bien jeunes. On était jeunes à l'époque. Voilà l'Ouzbékistan, incroyable pays. Il faut maintenant qu'on retraverse tout le pays pour retourner à Bishkek, récupérer le drone et aller au Kazakhstan et revoir nos amis de Tashkent si jamais ils sont dispo. Remanger un bon plof, parce que vraiment on a adoré l'Ouzbékistan, donc on veut avoir les saveurs de ce pays jusqu'au bout. Et ensuite on va découvrir la nature exceptionnelle du Kazakh et du Kirghizistan. À bientôt.